Idi Amin, connu sous le nom de Big Daddy par ses partisans et de Boucher par ses détracteurs, passa d'un jeune garçon extrêmement pauvre d'une ville du nord-ouest de l'Ouganda, si reculé que personne n'en connaît le nom, à devenir le 3e président de l'Ouganda et un orateur sur la scène politique mondiale. Il était tristement célèbre pour sa répression impitoyable des traîtres présumés, l'expulsion des non-africains, son règne de terreur généralisée et son plaisir à humilier. La date exacte de naissance d'Idi Amin est incertaine, les historiens estimant qu'elle se situe entre 1925 et 1928. À sa naissance, ses parents se séparèrent, et il est probable qu'il fut principalement élevé par sa mère, bien qu'il ait encore vu son père de temps à autre. Il grandit dans la province du Nil occidental parmi les Kakwa, une petite tribu islamique installée dans la région seulement quelques décennies auparavant. Enfant puis adolescent, il reçut peu d'éducation en raison du manque d'opportunités pour les Ougandais du Nil occidental, et à 21 ans, il avait peu de perspectives d'avenir. Plutôt que d'essayer de poursuivre son éducation, il rejoignit le régiment britannique, les King's African Rifles, et commença l'entraînement qui allait définir sa future domination. Apparemment, il commença sa carrière comme aide-cuisinier, mais gravit rapidement les échelons, accumulant promotion sur promotion dans son ascension vers le sommet. Il fut envoyé en Somalie en 1949 pour réprimer les rebelles Shifta, puis à nouveau au Kenya pour écraser la rébellion Mau Mau. En plus d'être un soldat compétent, il se fit rapidement une réputation pour sa cruauté. Amin fit preuve d'une brutalité tellement excessive lors des interrogatoires que cela faillit ruiner sa carrière militaire, mais il fut finalement promu et fendit en 1959, le plus haut grade possible pour un soldat africain noir dans l'armée britannique. En plus de ses compétences militaires au sein des KAR, Amin était également un boxeur reconnu, devenant champion ougandais de boxe amateur. Sa force physique et son goût du conflit marquèrent à la fois sa vie professionnelle et personnelle. À la fin des années 1950, alors que l'Ouganda se dirigeait vers l'indépendance, Amin forma une alliance clé avec Apollo Milton Obote, chef de l'Uganda People's Conference. Obote devint premier ministre de l'Ouganda lorsque celui-ci accéda à l'indépendance en 1962. Amin fut nommé lieutenant dans l'armée ougandaise d'Obote. Son premier ordre fut de stopper le vol de bétail dans le nord. Amin y parvint, mais il commit également des atrocités si graves que les Britanniques exigèrent qu'il soit jugé pour ses crimes. Au lieu de cela, Obote l'envoya se perfectionner aux tactiques militaires au Royaume-Uni. À son retour en Ouganda en 1964, l'armée était en pleine mutinerie, sans direction claire. Amin fut chargé de rétablir l'ordre. Lorsqu'il réussit, il fut promu commandant adjoint. Il fut ensuite accusé de contrebande d'or, de café et d'ivoire depuis le Congo aux côtés du premier ministre Obote. En 1966, Obote dissout le gouvernement et se proclama président. L'attrait du pouvoir fit croître les ambitions d'Amin toujours plus haut. Il continua d'accumuler des fonds issus de la contrebande et du trafic d'armes avec les rebelles soudanais, tout en consolidant sa position au sein de l'armée ougandaise. Obote promut Amin chef de l'armée et de l'armée de l'air, ce qui lui donna encore plus de pouvoir. Après une tentative d'assassinat ratée contre Obote, en 1969, le président devint méfiant et tenta de reprendre le contrôle de l'armée en 1970. Pendant ce temps, Amin renforçait son réseau, travaillant étroitement avec des agents israéliens et britanniques en Ouganda. Méfiant envers Amin, Obote tenta de le rétrograder mais échoua. Alors qu'Obote voyageait à Singapour, Amin en profita. En 1971, il mena un coup d'État réussi contre le gouvernement ougandais. S'il se nommait président, le titre qu'il préférait était, je cite, « Son Excellence, le président à vie, le maréchal Al-Haji Dr Idi Amin, VC, DSO, MC, seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer, et conquérant de l'Empire britannique en Afrique en général, et de l'Ouganda en particulier. » Fin de citation. Amin commença immédiatement ses atrocités. Dans ses premiers mois, il assassina brutalement ses rivaux politiques et des membres de la police avant de s'en prendre au public. Il élimina rapidement le président de la Cour suprême, l'archevêque anglican et le vice-chancelier de l'université de Makerere, entre autres hauts fonctionnaires. En seulement 3 mois, il recruta aussi 10 000 nouveaux soldats, dont près de la moitié étaient d'anciens guérilleros, Anyanya, d'ex-combattants congolais, ou des hommes de sa propre région. Au cours des 6 premiers mois de son règne, les Ougandais tuèrent des Ougandais à un rythme croissant, encouragé par Amin lui-même.
Il lança ensuite sa première grande attaque contre l'humanité depuis sa prise de pouvoir, le massacre d'environ 3000 soldats Langis et Acholi, en raison de leur lien avec l'ex-premier ministre Obote. Il créa aussi des escadrons de la mort au sein du Bureau de recherche d'État et de l'unité de sécurité publique pour traquer les partisans d'Obote et écraser toute opposition. Obote, depuis son exil en Tanzanie, tenta de rallier ses partisans pour reprendre l'Ouganda, mais échoua. Des dizaines de milliers de résidents asiatiques furent expulsés du pays en 1972, ce qui détruisit l'économie ougandaise à un point dont les séquelles se font encore sentir aujourd'hui. Il insulta publiquement les dirigeants du monde libre, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, et rompit les relations avec Israël, préférant se rapprocher du colonel Muammar Kadhafi de Libye, ainsi que de l'Union soviétique et des Palestiniens. Malgré cela et l'hostilité publique des dirigeants américains, britanniques et israéliens, ceux-ci continuèrent hypocritement à collaborer avec le dictateur. En 1973, les États-Unis remplacèrent même la Grande-Bretagne comme principal partenaire commercial de l'Ouganda, malgré la fermeture publique de leur ambassade à Kampala cette même année. Amin continua d'agir brutalement et sans retenue. En 1976, un groupe de Palestiniens et des membres de la bande Bader Meinhof détournèrent un avion français à l'aéroport d'Entebbe. Avec le soutien d'Amin et de l'armée ougandaise, l'avion reliant Israël à la France fut retenu en otage par les deux groupes. Cependant, les forces israéliennes lancèrent immédiatement un contre-raid et libérèrent les otages, ce qui mit Amin en fureur. Il exécuta plusieurs employés de l'aéroport, un grand nombre de Kenyans qu'il accusa du raid, ainsi qu'un passager britannique âgé hospitalisé après la tentative de détournement. À ce stade, Amin reçut le surnom de boucher de l'Ouganda, qu'il ne tarda pas à justifier. Il avait tué plus de 300 000 civils, dont des hauts responsables ougandais tels que l'archevêque anglican, le gouverneur de la Banque d'Ouganda et le chancelier de l'université de Makerere. Mais il devint de plus en plus paranoïaque, et son emprise commença à faiblir. Lorsqu'un groupe d'Ougandais a fui vers la Tanzanie, il s'est mis en colère et a accusé le président tanzanien Julius Nyerere de tenter de déclencher une insurrection en Ouganda. Fidèle à lui-même, Amin réagit immédiatement par une action militaire pour se venger. Il envoya un mélange de troupes ougandaises et de soutien libyen en Tanzanie, visant à punir Nyerere et les déserteurs. Son objectif était de prendre le saillant de Kagera, une petite région au nord du fleuve Kagera. S'il prit initialement la zone, cela ne dura pas. 2 semaines plus tard, Nyerere lança une contre-attaque avec l'aide des rebelles ougandais. L'élan tourna rapidement contre Amin, lorsque les rebelles et les Tanzaniens prirent Kampala. Son armée fut repoussée vers la capitale, et lorsqu'il devint clair qu'il allait perdre, Amin s'enfuit du pays, laissant les rebelles ougandais installer Youssoufouloul comme président, mettant fin à son règne sanglant. Amin se réfugia en Libye, où il resta une décennie sous la protection de Kadhafi, avant de s'installer en Arabie Saoudite. Il y vécut le reste de ses jours jusqu'à sa mort en 2003, sans jamais avoir été tenu responsable de ses crimes.